Jules Verne ne s'y était pas trompé. Dans les profondeurs océaniques se blottit un monde mystérieux, inhospitalier. Dans le sillage du pourquoi pas, le Nautile et son équipage de scientifiques parcourent quelques lieues sous les mers pour ausculter les pulsations de ce monde. Ils sondent les abysses. Un voyage vertical, par 4000 mètres de fond. L'objectif de cette mission de l'Ifremer, trouver des sources hydrothermales. Ces architectures volcaniques regorgent de métaux, des plus courants comme le fer ou le cuivre, aux plus précieux comme l'or ou les terres rares. Ces richesses sous-marines attisent les appétits des grands groupes miniers et pharmaceutiques. Les industriels les utilisent pour la fabrication des voitures électriques, des smartphones, des panneaux solaires, pour imaginer de nouvelles thérapies. La demande pourrait être multipliée par 4 d'ici 2040. Ewan, Cécile et Marianne vont collaborer et apporter leurs connaissances pour mieux comprendre ces grandes profondeurs. Longtemps ignorés, les abysses forment l'un des derniers espaces encore préservés de notre monde. Un sanctuaire qu'il faut étudier rapidement pour espérer le protéger. La campagne entame sa première semaine de mai. Et tout commence par une simple pêche au caillou. La première rencontre avec les abysses se fait donc à bord du bateau. Allez, c'est parti. Ça y est, c'est la première drague qui nous ramène des échantillons aussi importants. Et donc on voit très bien qu'il y a tout de suite beaucoup de couleurs dans les échantillons. Donc ça, c'est un bon signe. Hop. Si vous voyez des choses avec des couleurs bien blanches, vous les mettez de côté. Ouais, des quartz, des zones, ou alors des basaltes très très altérés. Il est bien vieux ce verre, bien oxydé. Ewan est géologue. Il s'intéresse tout particulièrement à la présence de métaux sur le plancher océanique. Ces métaux, mélangés à la roche, indiquent la proximité d'une source hydrothermale, le Graal des abysses. Là, on est sur des laves assez anciennes. Là, on voit très bien qu'il y a beaucoup de roches très sombres, donc des laves. Là, on va essayer de chercher des choses qui ont plus de couleurs, qui montrent la présence de roches avec des sulfures, avec du quartz, etc. La drague déverse plus d'une tonne de roches sur le pont arrière du navire. Autant d'échantillons qu'il faut trier pour collecter les premiers indices. Bon, ça c'est de la lave un peu altérée, mais c'est pas ce qu'on recherche. C'est pas encore ce qu'on cherche. C'est la qualité, pas la quantité. On essaye de chercher des indices d'hydrothermalisme, donc de roches qui auraient connu une circulation d'eau chaude, donc associée à ces sources chaudes qu'on va rechercher tout le long de la campagne. Donc là, c'est un peu une recherche, un peu d'une aiguille dans une meule de foin. On va essayer de regarder tous les cailloux. Des fois, il peut y en avoir qu'un ou deux, donc sur un panel de cailloux comme ça peut prendre un peu de temps. Donc on va essayer de regarder ça rapidement. On va essayer de séparer les échantillons, d'en garder quelques-uns et puis voir ce qu'on trouve, quoi. Ewan dirige cette nouvelle mission d'exploration du plancher océanique. Une tâche titanesque pour les 80 scientifiques et marins du bord en quête de nouvelles sources chaudes. Ces sources de métaux sont rares, elles sont précieuses.
elle nous serait surtout indispensable pour accélérer la transition énergétique et l'abandon des combustibles fossiles. Les scientifiques ont quitté le grand centre de recherche marine de Brest pour rejoindre le point de départ de cette campagne exceptionnelle à Pointe-à-Pitre. Durant cette semaine, les océanographes explorent une zone de 10 000 km², une zone située le long de la dorsale atlantique, le plus grand relief volcanique sur Terre. Cette cicatrice géologique partage l'océan sur plus de 16 000 km, à la limite des grandes plaques tectoniques européennes, américaines et africaines. En 2017, Ewan découvrait 6 nouvelles cheminées hydrothermales, des formations géologiques qui caractérisent l'activité volcanique de l'endroit. Pour cette mission, il revient sur cette zone avec l'espoir d'en trouver de nouvelles. Ces systèmes hydrothermaux, on les voit très bien sur les images de surface, avec ces cheminées et ces panaches. C'est des sortes de geysers dans les grands fonds. Et pour se former, en fait, c'est relativement simple. Il faut de l'eau qui circule dans la croûte océanique. Il nous faut une sorte de tuyauterie, donc des fractures. Donc au niveau de la limite des plaques, c'est idéal. Et surtout, il nous faut une source de chaleur qui nous permette en fait de réchauffer l'eau de mer. Et ensuite, quand elle est chaude, par densité, elle va remonter et partir à la surface du plancher océanique et former ces fumeurs. Mais cette chasse au trésor est difficile. Elle se heurte à la finesse des relevés sous-marins. Car localiser une cheminée hydrothermale dont la taille n'excède pas celle d'un terrain de foot est un véritable casse-tête pour les équipes scientifiques du bord. Alors le moindre indice a de l'importance. Et notamment ceux détectés par Cécile dans la colonne d'eau. Les 24 bouteilles de cet étrange carrousel ont collecté des échantillons à différentes profondeurs. On a suivi le panache sur plusieurs kilomètres. La 7 n'a pas fermé. Ouais, la 7 a... On a claqué combien? On en a claqué 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La géochimiste veut repérer certains éléments comme le méthane ou le manganèse, qui sont les principaux traceurs d'une source chaude, des indicateurs fiables de sa présence. Donc, là, on prélève pour différents paramètres en fait, physico-chimiques. On fait des analyses à bord et à terre, enfin surtout à bord là, et ça nous permet de tracer le panache et de savoir où il est. Et le temps est limité à bord, donc il faut absolument en tirer le meilleur parti, quoi. On a 45 jours, on a 800 km à explorer, donc chaque minute compte. Ce temps-là, il nous permet d'acquérir des données qui n'ont jamais été acquises jusqu'à présent et qui vont nous permettre d'aller chercher ces sites hydrothermaux, d'aller les repérer. C'est vraiment un laboratoire au milieu de l'océan, quoi. L'instrument de mesure est déployé tous les jours. Les analyses se multiplient. La recherche des sources hydrothermales se précise. On a un gros panache là, on est proche du site, mais proche à 5 km, quoi. Maintenant, ce serait bien, on va envoyer Ulix pour essayer de resserrer la maille et puis après on va plonger et on espère le trouver, quoi. Les océans nous sont de plus en plus familiers. Mais notre connaissance de ce qui se passe sous la surface reste limitée. Les conditions de température et de pression, l'épaisseur de la colonne d'eau empêchent les scientifiques d'atteindre facilement les abysses. Seul un quart des fonds marins de notre planète sont cartographiés. Et cette vision des abysses devrait pourtant s'affiner avec l'arrivée des sous-marins intelligents. Celui de l'Ifremer s'appelle Ulix. Ulix scanne les grands fonds. Il cartographie, photographie, mesure les reliefs en une seule et unique plongée à plus de 3500 mètres de profondeur. Il représente un atout précieux
pour gagner du temps en réduisant les zones de recherche. Tiens bon pour l'instant. On commence à virer. Mathias t'accompagne, hein. Du mou sur l'axial, plus. Faut accompagner. Encore un peu de mou. Ce tout nouvel outil d'exploration est déployé pour la première fois lors d'une campagne en haute mer. On met à l'eau. Vas-y. Il est le seul engin autonome de la flotte océanographique française conçu pour atteindre les 6000 mètres de profondeur. Seuls les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon disposaient jusqu'alors d'une telle technologie pour sonder les grands fonds. Ulyx détaille les reliefs du plancher océanique au mètre près. À partir de ces données, les échographes du bord fournissent des cartes beaucoup plus précises pour orienter au mieux les plongées. Grâce à Ulyx, le périmètre de recherche se précise. Les indices s'accumulent. Ewan veut déclencher une plongée. Autour de la table à cartes, géologues, chimistes et biologistes confrontent leurs points de vue. Alors, les signaux les plus forts qu'on a eus sont ici. Donc, il y a des valeurs très très fortes sur tout le long en fait, de cette zone. Et qu'on a probablement une zone qui diffuse énormément, avec probablement énormément de méthane. Donc potentiellement, c'est plus des choses par là. Plus des choses par là, ouais, pour l'activité, hein, pour l'actif. Je trouve que cette zone-là, ou là, plus dans ces cuvettes un peu rugueuses, ça pourrait être très rigolo d'aller regarder ça. Alors après, on va voir. On a clairement une source qui nous envoie un signal dans la colonne d'eau à 3350. Elle diffuse sur la quasi-totalité de la zone qu'on explore. C'est vraiment un signal qui est de fond, régional. C'est une zone qui est très... Enfin, je pense qu'on est tous d'accord qu'elle est très riche, en fait, pour plein de choses. Alors, la géologie, c'est sûr. En chimie, on le voit que c'est quand même une zone très complexe. Donc, il y a plein de zones qui nous intéressent beaucoup. Mais c'est aussi en rebouclant que des zones qu'on a imaginées à un moment donné, on est parti sur autre chose, quelqu'un d'autre la réidentifie. Et c'est comme ça qu'on peut réussir à un moment donné, en échangeant, dire « Ah bah oui, là, ça nous paraît plus logique à cet instant-là d'aller par ici ». Donc c'est comme ça qu'on identifie des cibles d'intérêt pour éviter de se tromper trop, quoi. Les chercheurs ont donc déterminé une zone qu'il faut explorer sans plus attendre. Dans le ventre du pourquoi pas, tout le monde s'affaire au dernier réglage du Nautilus. Au-dessus, attention. Hop, ça passe. Il recule pas, c'est bon. Avant une plongée, on est toujours très concentré. Donc, en fait, en plus, là, c'est la première plongée de la mission. Souvent, la première plongée, c'est vraiment ce qui donne le top départ d'une mission avec le Nautilus. Donc, c'est toujours un moment important, toujours un moment un peu stressant, forcément. 22 plongées sont programmées. 22 plongées et un seul objectif. Trouver de nouvelles cheminées hydrothermales. Ça, c'est cool. Bon, tu nous trouves un petit site là Alors je vais essayer de trouver au maximum. Hein. Si on trouve le site, on préparer le champagne à la sortie. Là. Au début, ça va être assez chaud là quand on va être dans la sphère, en attendant d'être un peu au fond. Il faut attendre bien 1000 mètres pour commencer à voir la sphère qui refroidit. Et après, au fond, l'eau est à 2 degrés. Donc là, on va passer dans une sphère qui va être assez froide. Donc on va passer là d'une ambiance, là on voit une émulation, pas mal de bruit, à un milieu froid et calme, tout le monde du silence. Exactement. 2043 plongées, magnifique. Ewan embarque avec Franck, le pilote, et Gilles, son copilote. Ils vont plonger à 3600 mètres.
Dans 9 heures, ils espèrent remonter avec une bonne nouvelle. Allez, salut. La découverte d'une source chaude. Le sous-marin jaune rend accessible l'immensité des fonds marins. Il est le seul en Europe à pouvoir embarquer des chercheurs à ces profondeurs extrêmes. Ce submersible permet aux scientifiques de traverser les différentes strates de l'océan, de la couche littorale où se concentrent les activités humaines et la vie marine telle que nous la connaissons, jusqu'aux recoins les plus sombres des abysses. Si certaines fosses sous-marines dépassent les 10 km, le plancher océanique se trouve à une profondeur moyenne de 3800 mètres. C'est cette profondeur que le Nautil a dû atteindre pour explorer l'épave du Titanic lors de sa mission d'exploration en 1987. Vous pouvez commencer à mettre les faux bras. Ouais, c'est correct, 200 mètres sur le vent du pont. Bon, bah écoute, je lance le bateau. Vertique à la mer. Ok, passerelle, tu mets en avant, on commence sa progression vers le point de largage, donc tu règles pour être environ à 35 tours. Bien reçu. Bon bah, sous-marin à la mer, et on allonge l'axial au fur et à mesure. Le sous-marin s'enfonce à la vitesse d'1 mètre par seconde dans les grands fonds. À moins de 100 mètres, les rayons du soleil commencent à s'estomper. Ici commence la mer profonde. À moins 1000 mètres, règne l'obscurité la plus totale. Les températures sont glaciales et la pression immense, 100 fois plus importante qu'à la surface. Plus je m'approche et plus ça paraît bien. Ouais. Pour contact, immersion 3477 mètres, 3477. Pour Ewan, le brun, le vert ou le noir sont autant d'indicateurs de présence de fer, de cuivre ou de manganèse. Autant d'indices d'une zone hydrothermale, même si celle qu'il observe est éteinte. C'est énorme. Ah vache, quand tu t'approches, quoi. Mais c'est... Je vois les cristaux à l'œil nu, là. T'as vu un peu les zones noires, t'as des gros minéraux blancs dedans aussi, c'est assez impressionnant. T'as des sortes de tachetés. Là, c'est magnifique, il y a un pilot qui s'est éventré et ça s'est figé, il y a une sorte de... Mais à chacune de ces plongées, c'est surtout l'aventure extraordinaire d'être l'un des rares à survoler cette terre inconnue qui l'emporte. Et parfois, c'est la crainte de rester piégé dans ce minuscule globe en titane de 2 mètres de diamètre. On se rend pas compte tant qu'on l'a pas vu. C'est vraiment très très petit. Et la peur de pas supporter en fait ce côté extrêmement restreint de la sphère, d'avoir un peu une peur de la claustrophobie, clairement. Et comme j'avais qu'une envie, c'était de pouvoir plonger et voir le fond, de voir de mes yeux ce que j'avais vu sur des vidéos ou ce que j'avais pris en cours, j'avais qu'une peur, c'est d'avoir la panique d'être dans cette sphère et de pas avoir la possibilité d'y aller. Et finalement, ça s'est passé tout seul. Et puis dès lors qu'on voit le fond, il y a l'émerveillement et ensuite il y a l'objectif qui fait qu'on oublie tout ça. On oublie cette peur qui peut donner une peur panique et en fait on s'abandonne complètement dans la plongée et dans l'observation et dans l'émerveillement de certaines structures géologiques.
Le Nautile remonte à la surface. Un soulagement pour certains, une impatience pour tous d'examiner les premiers prélèvements effectués lors de la plongée. Ça y est. Ouais, ça y est. J'ai essayé d'aller voir la zone là. Je suis pas sûr qu'on soit arrivé vraiment très, très proche. Et après, il y avait des zones un peu plus sédimentées là en bas de pente. Et, voilà, après, c'était la fin de plongée. Et comme c'était de la descente, c'était chaud. C'était assez joli, hein. Franchement. Voilà, mais pas de site hydrothermal. Bon, en même temps, c'était difficile à trouver. Je crois qu'on est resté à peu près 6 heures sur le fond. Donc c'est long, mais en fait c'est court pour nous au fond, hein. On a la descente qui dure une bonne heure. Après sur le fond, on voit vraiment pas le temps passer. Parce qu'on est vraiment focalisé sur ce qu'on essaye de rechercher, sur ce qu'on voit, sur les indices qu'on peut avoir pour trouver ce qu'on cherchait, c'est-à-dire des sites hydrothermaux. Plein d'oxyde de manganèse. Ewan n'a pas trouvé de nouvelles sources chaudes, mais il remonte certains échantillons qui prouvent une activité volcanique dans la zone. Donc, la présence de cheminées et de métaux. Et je voulais regarder si en dessous... Voilà, il y a les... Ah, c'est magnifique ça. T'as les couleurs de la lave. C'est ça qui m'interloquait, c'est cette couche. Je pense que c'est le verre finalement qui est complètement oxydé, mais c'était complètement couvert partout. Donc je pense que c'est peut-être l'oxydation du verre. Et il y en avait partout dessus. Voilà. Aujourd'hui, les fonds océaniques en général attirent un peu l'œil parce qu'on sait qu'il y a des roches qui peuvent être très riches en métaux. Pour le moment, nos connaissances de scientifiques font dire qu'on n'est pas prêt du tout d'exploiter, d'autant que la chimie environnante, la faune, est très peu connue. De même que tant qu'on n'a pas un peu d'informations sur les technologies qui seront utilisées pour l'extraction, on aura du mal à évaluer les impacts de cette exploitation. Donc il est clair que d'un point de vue scientifique, on n'est pas prêt d'exploiter dans les 10 ans. En tout cas, ça serait pas raisonnable. Pour repérer un nouveau site, le Nautile ne collecte pas que des roches au fond de l'eau. Il y trouve aussi d'étranges animaux, des traces d'écosystèmes mystérieux qui fascinent les biologistes. Donc ce sont des restes de coquilles de clames. Ça doit être probablement un Tumorhynchus. C'est un escargot carnivore. C'est ou fossilisé ou ça a chauffé. En tout cas, les coquilles sont noires et il n'y a pas d'animal dedans. En tout cas, c'est plus vivant, c'est sûr, et ça fait un bon moment. Donc soit il y a eu un mouvement de chaleur sur place qui fait que ça a cuit et détruit la faune environnante, soit c'est une ancienne faune et qui a fossilisé. Je ne sais pas encore, il va falloir étudier. Marianne traque la moindre parcelle de vie. La microbiologiste documente une biodiversité souvent invisible à l'œil nu. Des micro-organismes associés aux échantillons remontés par le Nautile. Alors l'eau sort rouge, la roche est probablement rouge, qui est en général un indice de fer. Donc probablement qu'on a une roche assez riche en fer ici, qui s'est dégradée en fait dans l'eau. Je tapote, c'est pour éviter d'avoir trop de liquide. Putain, la couleur, elle m'impressionne. T'as vu ça un peu? C'est du délire, hein. Les micro-organismes se développent partout, donc on a les archébactéries et les bactéries. À partir du moment où elles ont un milieu propice pour leur croissance, elles développent et on se rend compte que partout on en cherche, partout on en trouve. Sur du sable en plein milieu du désert, dans la glace, sur des vieux sulfures de 100 000 ans. On a parfois des sulfures qui ont des présences, outre les métaux lourds, d'arsenic par exemple. Donc on peut trouver des micro-organismes résistants effectivement à certains composés considérés toxiques pour nous. Très cher, pouvez le flacon, je sais pas pour ça. C'est pas réglementaire. Et regarde comment on est trop doué. Et voilà, 2 heures au frais. Allez, Marianne étudie le rôle des bactéries dans ces milieux extrêmes. Une vie foisonnante par 3500 mètres de fond que personne ne pensait possible il y a encore 50 ans.
La campagne Hermine 2 entame sa 3e semaine de mer. À bord, les journées se succèdent au rythme des plongées. Les durées d'exploration avec le Nautil sont limitées. Le pourquoi pas doit donc se positionner le plus près possible du secteur à étudier. Julien est le second pilote du Nautil. Quand il ne plonge pas, il supervise le bon déroulement des manœuvres et assure la sécurité de l'équipage embarqué depuis le navire. Ouais, c'est bon, les plongeurs sont à bord. Nautil, tu as l'autorisation de plonger. Ok, on y va. Avec le sédiment, et on a planté le cône dans du jaune, là, jaune ocre. D'accord, ok, ça marche. Donc du coup là on est dans la zone de quart de suivi du sous-marin. Donc le sous-marin est en permanence en contact avec le bateau avec un téléphone acoustique. On a aussi un positionnement acoustique, donc on peut voir sur les écrans, on arrive à suivre en direct la position du sous-marin et nous en surface gérer la position du bateau pour éviter qu'on ait trop de bruit, que le bateau soit trop au-dessus du sous-marin, ces choses-là. Oui, est-ce que je peux avoir un recalage, s'il te plaît? Alors, ta position X 178, unité 7-8, Y 275, 2-7-5. Moi, je ne m'étais pas prédestiné à la navigation, hein. Je ne fais pas de voile, je ne faisais pas de plongée bouteille, je ne faisais rien du tout. Du coup, j'ai dit, bon, tente le coup, hein, ça doit être pas mal. Je me suis un peu renseigné sur la société, j'ai vu que ça bossait beaucoup avec Ifremer et tout, donc c'était un peu à côté de chez moi. Et ça fait maintenant 21 ans que j'y suis et je m'éclate dans mon travail. C'est diversifié à fond, on rencontre énormément de personnes. Oui, Nautil, je t'écoute. Pour moi, tu es arrivé sur le profil, tu viens de dépasser le point 1 de, je vais te dire combien, sur une mission un peu différente. On a fait quelques catastrophes, malheureusement, comme le Prestige, un pétrolier au large de la Galice. C'était bizarrement assez joli au fond. Ces deux morceaux d'épave avec ce pétrole qui remontait. On aurait dit du caramel qui remontait tout doucement. Après, par contre, les phases de nettoyage et les surfaces et les dégâts que ça a engendré, c'était assez horrible. Mais sur le fond, les épaves, c'est toujours un peu particulier, hein. C'est une attention qui est encore plus importante que quand on travaille là sur les missions scientifiques. Mais c'est toujours un peu mystique au fond, c'est une grosse masse qui se découvre au dernier moment, c'est assez chouette. On peut y aller? Prêt? Quand le Nautil atteint la surface, il ne faut pas traîner. Les plongeurs raccrochent le sous-marin au navire et sécurisent sa récupération. C'est toujours un moment délicat pour la sécurité. J'ai reçu pour l'encre, mais il n'a pas dit qu'on pouvait. Et une source de stress pour Julien qui coordonne la manœuvre. La priorité, c'est les plongeurs. Les sous-marins, ils sont dans un sous-marin qui ne craint pas grand-chose, mais les plongeurs, c'est ceux qui sont le moins à l'abri dans les conditions de météo qu'on a là. Je connais bien la phase plongeur, hein. Je l'ai été pendant plus de 10 ans, donc je connais les conditions très calmes. C'est de la baignade et les conditions très musclées où quand on sort de l'eau, on est bien content. Allez, on va finir derrière. Moi, je descends, Gilles. Ouais. Zodiac, est-ce que l'encre flottante c'est OK pour toi? On regarde là.
Tiens-les, 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 il n'y a pas besoin de beaucoup pour l'instant. C'est bon, tu peux donner un peu d'humour à gauche. À gauche, à gauche, à gauche. Voilà, un peu à gauche. Et tu tiens un peu à droite. Léa commence tout juste sa carrière de géologue à l'Ifremer. Elle termine son baptême des grands fonds avec le Nautile. Aujourd'hui, Léa fait ses premiers pas dans le cercle très fermé des explorateurs des abysses. Bon, ce sont petits. Ce sont ridiculement petits dans ce monde. Mais bon, ouais, non, c'est super, c'est super. De voir ça, c'est une grande chance. Donc, voilà. Bien contente. Tu sens que tu as vécu un truc, mais voilà. C'est la relâche un peu. Mais là, on a été un peu secoués sur la fin, donc ouais, ça ajoute un peu de la fatigue. Celle-là, elle est belle. Et pour sa première mission, Léa rapporte une structure géologique essentielle pour caractériser la zone. Une architecture minérale rare, témoin de l'activité volcanique de l'endroit. C'est une cheminée hydrothermale, donc éteinte, hein, le cycle n'était pas actif, mais c'est un indice de haute température. C'est ce qu'on cherche, c'est exactement ce qu'on cherche dans la mission. Donc ouais, il est spécial celui-là. « 700 scientifiques ont eu le privilège de plonger à bord du Nautile en 40 ans. Une expérience inoubliable pour chacun, célébrée dans la bonne humeur par les plongeurs les plus expérimentés. Léa se plie avec le sourire à la tradition. C'est bon, je suis assise. C'est pas goûté. Faut que je goûte tout. T'es pas obligé de les finir. Tu goûtes. Vous avez mis des capres. Ça tombe bien, j'adore ça. Avec du chocolat. Super. Tiens, c'est le petit cadeau. Donc une petite serpentine que tu connais bien pour l'avoir prélevée. Ouais. Et donc ton nom. Ah non, trop sympa. Ah, vous avez gravé. Et la profondeur. Ah, génial. Oh, trop bien. Oh bah merci. Ça trônera sur mon bureau du coup. Bon. Et faut pas, tu bouges pas le poignet comme aux fléchettes. Bon bah, allez. Le rythme de travail est soutenu pendant la campagne. Et le repos parfois trop court. Le temps reste un facteur clé dans cette course aux abysses. Ouais, c'est juste de la patine. C'est pas très altéré tout ça. Cécile termine le conditionnement des derniers prélèvements d'eau. Elle référence chaque flacon. Tac tac, je vais aller chercher de quoi faire le... Mais l'océanographe mesure sa chance d'observer ces environnements si lointains. J'ai toujours aimé travailler dans le milieu aquatique, l'eau, etc. Mais je me suis jamais dit que je serais cousteau, et encore moins que je plongerais pour aller voir des sources hydrothermales. Mais après, quand je me suis mis dedans, ben,
J'ai bien aimé en fait aussi, c'était ce côté adrénaline, coup de boost, devoir bien planifier les choses pour que tout se fasse bien. Ça me plaît bien. C'est des milieux atypiques quoi. C'est vrai que rien que visuellement parlant, on se dit waouh, on trouve de la beauté et chacun est sensible à différentes choses. Mais moi je suis assez sensible à ces gros fumeurs là qui viennent se disperser dans l'océan et qu'on arrive à suivre sur des kilomètres et des kilomètres. Il faut faire découvrir ces environnements, il faut essayer de un peu se dépêcher de bien les comprendre quoi, pour pouvoir les protéger un peu. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Si aucun site actif n'a finalement pu être repéré, certains de ces échantillons rocheux renseignent Ewan sur le développement de la vie abyssale. Probablement qu'il y a eu de la vie proche de cette roche. D'ailleurs, on a un peu confirmation de ça parce que le fait qu'on ait quand même pu mesurer une température un peu au-dessus de celle de l'eau de mer montre qu'il n'est pas totalement fossile. Hein. Il est en fin de vie, il est un peu en fin d'activité. On n'a pas vraiment de connaissances pour savoir si l'activité va revenir par le jeu de la tectonique, du magmatisme. Et la vie est extrêmement dépendante de cette activité de fluides hydrothermaux. C'est leur énergie en fait, c'est leur soleil. Nous on a le soleil qui est la source de notre énergie sur Terre. Eux c'est les sources chaudes. Et dès que ces sources s'éteignent, c'est toute une partie de la vie qui s'éteint. Et peut-être une autre qui prend le relais sous forme de micro-organismes. C'est ces choses-là que certains de nos collègues microbiologistes essayent de regarder, voir s'il n'y a pas une autre vie qui colonise ces systèmes qui est très différente, peut-être moins exubérante, mais peut-être aussi originale. Aujourd'hui, on va visiter Snake Pit, un site qu'on travaille depuis 2014 de façon assez intense. On va aller rencontrer des habitats avec beaucoup de crevettes, quelques petits gastéropodes, quelques crabes, voilà pour les principaux, des poissons souvent aussi qu'on trouve aux alentours dans la partie la plus froide. En fait, c'est très long à étudier un animal et donc du coup, on a besoin de prendre beaucoup de temps par animal en fait. Ils sont déjà tous prêts. Merde, faut que j'aille chercher mes affaires. On va avoir les trois qui sourient en même temps. S'il vous plaît, genre. C'est ok. Bye bye, oui, je te ramène tes crevettes. C'est la dernière semaine de mer pour l'équipage du Pourquoi pas. Les dernières plongées vont se focaliser sur des cheminées hydrothermales déjà explorées. Snake Pit est un site que connaît parfaitement Marianne. C'est une source chaude, sans laquelle la vie n'existerait pas dans ces grandes profondeurs. Un site qu'elle doit détailler pour estimer l'évolution de la biodiversité, notamment les juvéniles, les plus jeunes spécimens. La crevette que j'étudie s'appelle Rimicaris exoculata. C'est une crevette parmi d'autres des grands fonds marins. Mais elle a cette particularité de vraiment vivre en association très étroite avec des bactéries. Et en fait, ce sont ces bactéries qui se développent dans la carapace, enfin sur la carapace à l'intérieur. Et donc, elles produisent de la matière organique, donc des sucres, des lipides, des protéines, et qu'elles transfèrent directement à la crevette au niveau de la carapace de la tête. Là, elles vont chercher des fluides, donc les particules énergétiques chimiques qui permettent aux bactéries de réaliser ce qu'on appelle la chimiosynthèse, du coup. Donc comme la photosynthèse, mais à la place de la lumière, on a de la chimie. Un arrangement qui convient bien à tout le monde. La bactérie est à l'abri d'un environnement hostile. Et la crevette bénéficie d'un garde-manger permanent. La colonie se porte plutôt bien. Le nombre d'individus a encore augmenté. Les biologistes dénombrent près de 2500 crevettes par mètre carré. Ce petit crustacé
est un modèle pour comprendre ces écosystèmes abyssaux. Sans les communautés bactériennes qu'elle héberge, la crevette serait condamnée. Bon pour la balise du coup quand tu l'as fait. C'est sublime, sublime. Ça, c'est énorme. Falaise, c'est balèze, il fait plus de 2 mètres. Les ruches, il y a une colonne tout en bas jusque tout en haut du volcan. C'est impressionnant. On sort toujours de là émerveillé quand on voit qu'il y a la vie, il y a les fluides, il y a les fumeurs, il y a les roches, c'est extraordinaire. Donc forcément, on ressort avec la banane, hein, même si on est fatigué. Super beau, crevé. Hein. C'était bien speed. D'ailleurs, un peu de boulot, je crois. La biodiversité des grands fonds étonne toujours autant les scientifiques. Elle est si riche qu'ils estiment qu'elle serait plus importante que celle des forêts tropicales. Elle compterait plusieurs millions d'espèces. Alors, tu m'as fait de bêtises? Ce qui m'étonne, c'est cette couleur violette, là. On la voyait à l'écran à un moment, je dis pourquoi elles sont violettes? Si on regarde en plus celle-là, on a l'impression qu'elle est remplie de... Tu vois comment c'est? De bactéries. Ouais, c'est plein. Je ne m'attendais pas à ça, moi. Allez, lunettes, gants, c'est parti. Marianne étudie cette relation singulière entre la crevette et les millions de bactéries qui colonisent sa carapace. Car dans les grands fonds, ces organismes sont sans doute un maillon essentiel pour comprendre l'adaptation du vivant à ces conditions extrêmes. Par contre, là, les crevettes, j'ai l'impression qu'elles sont mieux coupées que tout à l'heure. Ce sont des modèles qui nous apprennent que la vie est possible dans un milieu naturellement toxique, naturellement pollué. Et ce sont des systèmes où il y a un potentiel génétique qu'on ne connaît pas encore et qu'on est loin d'avoir fini de découvrir. Alors pas que la crevette, hein, mais tous les écosystèmes des grands fonds. Par exemple, une des éponges des grands fonds a une molécule qui lui sert à elle à se défendre, qui semble avoir une activité anticancéreuse vraiment très forte, beaucoup plus forte que ce qu'on pouvait imaginer. Finalement, ça ressemble un petit peu à ce qu'on étudie avec nos collègues médecins, parce qu'on a des collègues médecins qui utilisent le microbiote. On sait qu'aujourd'hui, le deuxième cerveau, il est quand même là, qu'il y a beaucoup de communication, il y a plein de molécules. On pensait être dû à l'humain, mais en fait, c'est nos bactéries. Là, j'en ai une qui est pas mal abîmée, je sais pas si tu vas la garder. Bon, c'est pas trop grave, hein. Tu vois, là, la bronchiostège, elle est un peu ouverte, mais là, ça va. Pas mal, ouais. On se dit que peut-être en élevage, peut-être en crevetticulture et en vétérinaire, on a des pistes de choses intéressantes à creuser là, sur le fait que ces crevettes qui sont jusqu'à 2500 individus au mètre carré, c'est vraiment énorme, elles semblent pas être malades. On ferait ça en élevage, on aurait des problèmes. Donc il y a quelque chose chez ces crevettes-là qui fait que soit il n'y a aucun virus et aucune bactérie pathogène dans les grands fonds, ce qui n'est pas le cas, il y a des virus, on le sait, soit elles ont une arme de défense qui font qu'elles ne sont pas malades, ou en tout cas on n'a pas observé de chute de population explicable par des maladies. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très intéressant à comprendre dans ces populations qui sont dans les grands fonds, isolées de nous. On est vraiment une poignée de scientifiques à avoir cette chance de voir, dans le cadre de notre travail, de notre passion, les grands fonds marins. C'est-à-dire on soulève l'océan et puis on va se glisser dessous pour voir ce qui se passe. Je pense que c'est une erreur de ne pas le partager. Et je pense qu'il est important aujourd'hui, quand on parle de dérèglement climatique, de protection de l'océan qui fait 70,8% de la planète, eh ben, il est temps que les gens sachent que l'océan, ce n'est pas un vide froid, abyssal, sans personne au fond. Il y a des sociétés tout aussi respectables que d'autres. Il faut respecter l'océan, il faut savoir qu'il y a de la vie, il faut la protéger. Elle fait partie du chaînon général de la vie sur Terre. Voilà, ça fait partie du tout et ça fait partie de la planète. Après 45 jours de mer, une autre aventure scientifique commence loin des reliefs sous-marins de l'océan Atlantique. À l'entrée de la rade de Brest,
le site de l'Ifremer domine le paysage marin de la presqu'île de Crozon. La campagne océanographique rapporte en laboratoire plus de 2 tonnes de roches. Les données collectées par Ewan révèlent de nouvelles pistes de recherche. Audrey, voici les dernières poudres là, de la mission Hermine 2. Il y a des priorités dans les échantillons Oui, l'idée c'est de se focaliser du coup sur tout ce qui est minéralisé. Donc commencer par ça, regarder un peu toute la panoplie d'éléments et notamment tout ce qui est métaux précieux, particulièrement l'or. Ok. Audrey analyse les concentrations chimiques des premiers lots de poudre rocheuse. Les résultats se révèlent. Il y a des traces d'or plus élevées que prévu sur le site de Tag. Un site actif étudié par les chercheurs de l'Ifremer lors de la campagne. J'ai commencé à passer l'ADR 016 sur l'or et j'ai 14 ppm d'or. Ça te paraît cohérent comme valeur C'est assez étonnant sur la zone de Tag. C'est pas une zone qui est connue pour beaucoup d'or. Est-ce que tu sais si c'est des échantillons oxydés ou sulfurés? Savoir un peu. Parce que c'est vrai que là ça fait quand même beaucoup, 14 ppm. Ouais, mais c'est assez étonnant d'avoir autant d'or dans des échantillons de Tag. Ça, il faudra qu'on regarde vraiment plus en détail au microscope. C'est vrai qu'on fait beaucoup de travail préparatoire en mer, donc les échantillons sont vraiment préparés en vue des analyses à terre. On a des premières analyses en mer qui nous permettent de nous concentrer sur les priorités qu'on va avoir au retour au labo. Et c'est un temps qui est quand même assez long. Là, on va en avoir pour au moins 3 mois d'analyse sur les échantillons de roches. On dit souvent que sur une campagne en mer, on a à peu près entre 4 et 5 ans de travail depuis la campagne jusqu'ensuite la valorisation, c'est-à-dire l'écriture de papiers scientifiques qui nous permettent de montrer les résultats qu'on a eus. Donc voilà à peu près le temps d'une campagne en mer. La mission Hermine 2 va laisser une empreinte dans les souvenirs d'Ewan. Elle laissera aussi sa trace dans cette bibliothèque minérale, la lithothèque de l'Ifremer, dont les 23 000 échantillons sont une part de la mémoire de nos océans. Une part infinitésimale que les prochaines missions enrichiront à leur tour. Mais cette quête n'en est qu'à ses balbutiements. L'homme fait ses premiers pas dans les abysses et il a vite compris la manne qu'elle représente. Une question s'impose alors aux chercheurs. Est-ce le prélude à une avancée de la science ou viennent-ils d'ouvrir la boîte de Pandore ? C'est vrai qu'ici, on est au bout du monde donc, et au début de l'océan. C'est notre terrain de jeu à Ifremer. C'est un terrain extrêmement vaste. Aujourd'hui, on parle de ressources. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'engouement, mais en termes de ressources, on ne connaît pas grand-chose. Et ce n'est pas parce qu'on a trouvé un objet qui est riche en métaux que ça en fait une ressource. D'autant que pour les systèmes qui nous concernent, on ne les connaît que depuis 45 ans, ce qui est très très peu. Et on ne sait même pas s'il y a une vraie ressource aujourd'hui dans les fonds marins, même s'il y a vraiment cette course à vouloir aller plus vite peut-être que la musique.
et d'aller directement dans cette exploitation qui est peut-être un peu prématurée aujourd'hui. La communauté scientifique espère cartographier 80% des fonds marins d'ici 2030. Mais cartographier n'est pas connaître. Le traité de protection de la haute mer, adopté début mars par l'ONU, témoigne d'une volonté de préserver l'océan. Il aura fallu patienter 20 ans pour parvenir à cet accord. Mais sera-t-il suffisant pour contraindre les appétits économiques et protéger ces milieux si fragiles ?